Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Dans un monde en pleine recomposition où les alliances bougent, où les défis prolifèrent et où les logiques habituelles se bousculent, la région du Maghreb a connu elle aussi des changements. Depuis 6 mois maintenant, il semblerait que la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité de l'ONU, ait changé de paradigme à propos de la question du Sahara. Le statu quo n'est plus toléré, il faut que les choses bougent vite et bougent bien. Ainsi, de prolongement du mandat de la MINURSO de 6 mois en 6 mois à la convocation d'une table ronde à Genève les 5 et 6 décembre entre les 4 parties de cette affaire, Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario, le Maroc a par la voix de son chef d'État répondu à la communauté internationale et introduit une nouveauté. Il a appelé clairement, explicitement, courtoisement et sincèrement Alger au dialogue direct, sans médiateur ni intercesseur, sans condition ni exception. La suite, on la connaît. Alger a appelé à une réunion des chefs de la diplomatie de l'Union du Maghreb arabe et le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita a rencontré l'ambassadeur algérien pour une mise au point et aussi pour lui demander une réponse à l'offre royale. Avec nos invités, nous reviendrons sur les grands chapitres de cette relation qui n'a pas toujours été empreinte de calme, de sérénité et de pratique de bon voisinage. Et cette histoire remonte à près de 2 siècles. Mais nous parlerons également de la conjoncture politique actuelle et des perspectives économiques d'avenir. Nous en parlerons avec nos invités. Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, comme chacun sait. Bonjour et merci d'être là. Hassan Alaoui, bonjour et merci d'être là. Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc diplomatique. Bonjour. Rachid Belbah, vous êtes chercheur à l'Institut des études africaines et bon connaisseur de cette région. Vous allez nous éclairer de vos lumières. Et Belkacem Bouteye, vous êtes militant associatif maghrébin pour le rapprochement des peuples. Vous êtes natif d'Oran et vous êtes aussi spécialiste et expert en finances participatives. Merci à vous quatre d'être là. On y va donc jusqu'au milieu du 19e siècle. Les relations entre le Maroc et les peuples et tribus vivant sur le territoire algérien actuel ont toujours été au beau fixe, en dépit de quelques heurts et malheurs appartenant à la grande histoire. Le malentendu a démarré dans les années 1840, c'est à peu près 2 siècles. Alors Naïm Kamal, on commence avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette bataille d'Isli? Ce qui s'est passé juste après? Je sais que c'est de la grande histoire, mais vous allez en faire une petite narration, certainement. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui s'est passé, merci d'être là. Ce qui s'est passé à la bataille d'Isli, c'est trop long à raconter. On va dire que oui, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est une bataille dans laquelle, on va dire, pratiquement le Maroc a été entraîné. Il a été, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que le sultan de l'époque, Moulay Abdelrahman, était réticent. Il y avait beaucoup de provocations aux frontières. Il y avait l'émir Abdelkader qui était à la conquête de l'Algérie alors que l'Empire ottoman s'était déjà dans la région retiré, que la France se substituait à cet empire et qu'il y avait également des visées qui se manifestaient un peu partout, que ce soit au nord, via Tanger, Tétouan, au sud, Agadir, Ifni, le Sahara, ou à la frontière est, du côté d'Oujda, Mrnia, etc. Et Isli, bien sûr, il y avait toujours une provocation, d'abord permanente de la France pour avoir des prétextes à faire la guerre au Maroc, à pouvoir trouver des raisons de justifier, ou plutôt des justificatifs à une occupation du terrain. Et il y avait l'agitation ou les menées de l'émir Abdelkader qui, lui, voulait prendre une partie, notamment dans la région de Mascara, de l'Algérie, et déjà construire sa principauté dans une partie de l'Algérie que l'on connaît aujourd'hui, hein, pas l'Algérie de l'histoire. Qui est totalement différente. Et Moulay Abdelrahman le sultan était réticent, mais la solidarité, parce qu'il y avait la pression d'abord des ulama, parce que c'était l'étendard musulman, c'était la conquête chrétienne, c'était tout un mélange de choses qui se faisaient et qui a contraint presque, pratiquement, le sultan Moulay Abdelrahman a allé au secours, on peut le dire, au secours de l'émir Abdelkader, et en se portant au secours, il a exposé le Maroc, et Isli, pour résumer, a été le début de la fin, de l'indépendance du Maroc, parce qu'à l'issue de la bataille d'Isli, le Maroc va être contraint, on y reviendra certainement, de signer un certain nombre de traités, d'accord avec la France, notamment en 1845,
le traité d'Omrenia qui va amputer le Maroc de pas mal de ses territoires, qui va créer une fluctuation des frontières. C'est-à-dire une indétermination des frontières qui vont permettre plus tard au colonialisme de jouer. Très bien. Hassan Alaoui, le traité de la Lamrnia en 1845, donc fait suite à au traité de Tanger, qui fait lui-même suite à la bataille d'Islay. Dans la mémoire collective algérienne, le Maroc aurait lâché l'émirat Abdelkader et l'Algérie. Qu'en est-il au juste? Oui, moi je partirais d'un postulat sur lequel, parce que Naïm a vraiment brosser le tableau de l'époque, une époque marquée par des traités léoniens, des pressions très fortes, une situation instable, n'est-ce pas, qui a duré donc après Moulay Abdelrahman jusqu'à Hassan Ier, lequel Hassan Ier a été le seul finalement à rabiboucher les choses, je veux dire, et réussir ce qu'on a appelé un petit peu l'intégrité territoriale qui était encore vacillante. Et le postulat, c'est que le Maroc n'a jamais cessé d'apporter son soutien ferme, clair, net et vraiment à tout point de vue à l'Algérie. Et donc ce serait une erreur. La preuve, c'est que l'émir Ben Abdelkader, n'est-ce pas, qui appartient à la Zaouia Qadiria, vous le savez, est venu à un certain moment, il a passé un très long moment à Oujda. Il s'est réfugié à Oujda et c'est le roi, n'est-ce pas, le sultan Moulay Abdelrahman qui l'a soutenu. C'est Ali, son fils, qui est allé batailler contre les Français. C'est son neveu, Moulay Ahmed, c'est le neveu, qui est aussi allé, donc, tous dans un seul mouvement de solidarité, n'est-ce pas, qui était peut-être placé, je veux dire, sur le fronton de l'islam, n'est-ce pas, mais contre les chrétiens, etc. On connaît un petit peu je veux dire, la pratique du discours à l'époque. Mais toujours est-il que jusqu'en 1962, on passe les étapes, le Maroc a toujours été présent avec le peuple algérien, militairement, financièrement, humainement et tout et tout. Donc il faut absolument arrêter un jour, quelque part, cette idée que le Maroc a fait faux bond, n'est-ce pas, à l'Algérie. C'est pas vrai. L'Algérie, vous savez que l'Algérie, à partir de 1837 ou 39, elle a commencé à s'appeler Algérie. Avant, elle s'appelait l'Awsat, c'est-à-dire le pays du milieu, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que dans la mémoire collective des Marocains, on parlait des Wasta, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas encore de nom, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de structure. Je veux dire, c'était une frange de l'Empire ottoman, n'est-ce pas, qui a été libérée, bien sûr. La France, comme a dit mon ami, en a profité. Il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, il y avait l'Autriche, n'est-ce pas? Et jusqu'à la conférence de 1906, c'est vraiment des appétits qui sont arrivés au Maroc par l'intermédiaire de l'Algérie. Le prétexte pour occuper le Maroc, c'était l'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Et donc le sultan, les sultans du Maroc ont été obligés de se mobiliser par conséquent sur cette frontière, n'est-ce pas? Et jusqu'en 1962, la résistance algérienne donc, a trouvé pignon sur rue, y compris le président actuel, je veux dire, Bouteflika, Boumedienne a vécu à Oujda et tout ça. Donc cette relation, il faut la sauver. Il ne peut pas y avoir que des choses mauvaises entre l'Algérie et le Maroc. Tout nous réunit finalement, même les problèmes. Et c'est ce que je veux dire, moi, tout simplement. Bien, alors l'Algérie donc, a été colonisée en 1830, le Maroc a signé son traité du protectorat en 1912, et il y a eu donc plusieurs dizaines d'années de présence française dans la région. Belkacem Boutayeb, vous êtes donc né à Oran, vous avez grandi à Oran, vous connaissez bien la situation. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire que la colonisation ait joué un rôle négatif finalement dans l'éloignement moral et affectif entre les deux peuples, marocains et algériens? Est-ce que c'est la colonisation qui en est la cause ou autre chose, ou est-ce qu'il n'y a pas de cause? Si Aziz, merci de votre invitation. Permettez-moi tout d'abord de faire une grande accolade à mes amis d'enfance et à tous nos frères algériens. Quand vous évoquez la Lamrnia, je suis ému parce que je pense à ma mère défunte qui s'appelle la Lamrnia. Vous savez que c'est entre l'Oranie, donc l'ouest algérien, et l'oriental, le Maroc oriental, Oujda et le pourtour, que se trouvent les plus grands référentiels et fondamentaux, les repères de l'histoire d'amour entre le Maroc et l'Algérie, histoire fusionnelle, confusionnelle, compliquée par les aléas, les incidents et les grands malentendus de l'histoire, souvent
imposée par le colonialisme et encore aujourd'hui manipulée par certaines grandes puissances. Et en ce qui me concerne, j'enrage de tristesse et de colère par rapport à tout ce gâchis. Voilà. Très bien. Merci Rachid Belbah. Pardonnez-moi, vous m'avez posé la question aussi, le colonialisme séparer les peuples. Bien au contraire, je vais vous choquer. Pendant le colonialisme, nous étions frères dans l'adversité. Nous étions enfants au collège, au lycée, dans la journée. Le soir, nous veillions sur les terrasses avec nos mamans et nous étions en train de confectionner des cocktails Molotov pour chasser les gens de l'OAS, ces pieds noirs qui pratiquaient la terre brûlée et qui venaient à minuit, qui venaient plastiquer les magasins des Arabes. Et nous faisions fuir. Et nous étions enfants marocains, nous vivions cette résistance algérienne et il n'y avait pas de différence entre nous. À Oujda, vous diront les Oujdi, les Algériens étaient choyés, chaque maison devait réserver une pièce, une chambre pour les Algériens, etc. Et les Algériens étaient servis pendant les fêtes, bien avant la famille marocaine. Nous avons toujours été frères. Et malheureusement, depuis que nous sommes indépendants, nous sommes devenus des frères un peu ennemis, beaucoup d'incompréhension, etc. Chacun son if, et vraiment le ridicule peut-être ne tue plus, mais le ridicule est en train de nous abrutir. Voilà. Alors, vous dites, je voudrais réagir sur ce que vous dites, qui est très important, c'est que la colonisation, en fait, pendant la colonisation, nous étions frères. Maroc et Algérie étaient des pays qui étaient très proches, des populations, des nations qui étaient très proches. Alors, Rachid Belbah, qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses dérapent comme ça après l'indépendance algérienne en 62 ? Parce qu'on peut dire que depuis 62, les relations sont pratiquement au point mort. Rapidement, c'est juste pour relier. Disons que, en fait, la colonisation française, elle a fait en sorte qu'il y a eu un héritage après. C'est-à-dire l'héritage depuis le traité de Mrnia de 1845. Pourquoi ? Parce que c'est là où finalement on détermine les premières frontières. Et on va vivre, le Maroc et l'Algérie, ils vont vivre sous protectorat et sous administration française du côté algérien. Ils vont vivre ce qu'on pourrait appeler la dynamique de la fluctuation des frontières. Alors, au début, on avait limité jusqu'à Taniet Sassi, la Mrnia, et puis jusqu'à la ligne Varnier. La ligne Varnier avec le protectorat qui va l'étendre jusqu'au Guir. Et en fait, après, il y a eu le protocole de 1901, de 1902, on a essayé de négocier jusqu'au protectorat, et après, il y a eu les conférences, les différentes conférences dans les années... Exactement. Donc, mais l'important, c'est que finalement, cela nous a amené à 1958 avec la conférence de Tanger, et l'Algérie était représentée par le gouvernement provisoire, le GPRA. Exactement. Et là, déjà, le Maroc et le GPRA, ils ont été en discussion par rapport aux frontières orientales et marocaines. Alors, c'est là qu'il y a eu les germes de la discorde ultérieure. Exactement. Donc finalement, il y avait eu une base de discussion déjà avec le GPRA qui était considéré comme le représentant légitime de la révolution algérienne de 1954. Exactement. Il était le représentant à l'intérieur du FLN qui était le bras civil de la révolution avec l'ANL, l'armée de libération nationale. Et tout arrive justement de ces problèmes entre ces trois acteurs. Votre question, c'était sur... Pourquoi ça a dérapé après l'indépendance ? On a eu de très bonnes relations. Oui, alors l'indépendance. Pourquoi ça a dérapé comme ça ? J'aimerais bien préciser quelque chose. Vous réagirez après. Continuez sur le GRPA. Alors, c'est les accords sur les frontières. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vient de dire justement. maintenant. Non, parce que quelque part, c'est en fait pourquoi ça a déraillé, parce qu'il y a eu des problèmes internes en Algérie en 1962. C'est-à-dire qu'à un moment où il y a eu la décision
de cessez-le-feu en 1962, parce que le processus il a commencé déjà en 1960. Cessez-le-feu franco-algérien. Bien sûr, bien sûr. Parce que Je parle d'Algérie, je Non, parle il parle pas de d'Algérie, franco-algérien. Vous allez réagir, Hassan, vous allez réagir, juste il termine son idée, après vous Alors, vous complétez. souvent, l'histoire en Algérie, et ce n'est pas moi qui parle, les témoins de l'époque, je ne sais pas, je pense par exemple à la première génération de ceux qui ont amené l'indépendance en Algérie. On peut penser par exemple à Salah Boubnider, à Ahmed Aït El-Hussein, à Rabah. Oui, bien sûr, il n'est plus là pour parler, mais c'est des gens qui ont fait leur témoignage. Ils ont été assassinés pour la plupart. Ceux qui sont restés en vie, ceux qui étaient à la tête des wilayas, parce qu'il y avait les wilayas à l'époque, il y avait 6 wilayas, et en fait, et après, il y a l'armée, l'état-major général et l'armée des frontières. Et en fait, c'est l'armée des frontières. Une sorte de conflit entre les civils et les politiques. Oui, alors quand il y a eu le cessez-le-feu, politique et militaire. Je crois, il y a eu la dépendance entre le clan d'Oujda, entre le clan d'Oujda où se trouvait Boumediene Bouteflika et le reste, et pardonnez-moi, et le front de l'intérieur, c'est-à-dire le FLN de l'intérieur. L'opposition a commencé par là, et ensuite il y a eu le conflit intérieur à la direction historique qui était constituée de ce qu'on appelait au Maroc les 5 qui étaient en prison, et dont Belmella qui allait prendre la présidence au début de l'indépendance. Et il y avait le clan d'Oujda qui, lui, avait pour l'organisation et l'armée de libération nationale toute fraîche, et qui va réussir d'ailleurs dès 1965 à maîtriser le pouvoir. Merci pour la précision. Rachid, vous poursuivez votre idée? Oui, alors c'est juste, en fait, tout s'est passé entre le 19 mars 62 et puis l'indépendance le 5 juillet. C'est là où l'OAS était déchaîné, bien sûr, cette période-là. Les accords d'Évian à Tripoli. C'est là où tout s'est passé. Et finalement, ils sont pas sortis d'accord. Pourquoi? Parce que la majorité, ils étaient pour les accords, mais l'autre partie, celle de l'état-major général, ils étaient contre ces accords, ils les ont boycottés. Et en fait, ça a causé la première perturbation. C'est pour ça que dans les témoignages des grands de la première génération, j'ai cité quelques noms, je pense par exemple à Rabah Zirari, je pense à Boubnider, à Aït El-Hussein, Ahmed, je pense à Nourdine Khalafallah, qui était le patron de la Wilaya 2, et à d'autres personnages. C'est leur témoignage. Ils ont parlé du premier coup d'État. Pour eux, c'est là où s'est passé le premier coup d'État. Le deuxième coup d'État, c'est celui de 1965. C'est là où, finalement, les militaires vont renverser l'ordre politique. Et ils vont prendre la main sur l'ordre politique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une discorde sur les accords de Mrnia. Et d'ailleurs, Boudiaf, il s'en est pris à l'état-major. Il s'en est pris bien sûr à Boumediene. Boumediene, à l'époque, Houari Boumediene, il était à la tête de l'EMG, l'état-major général, et surtout l'armée des frontières avec la Tunisie, frontière avec le Maroc. C'est-à-dire que le véritable problème, il s'est situé entre le cessez-le-feu et l'indépendance, et à ce moment-là que l'armée, elle va prendre le dessus, au point qu'à un moment, le Conseil national de la République d'Algérie, il était à un moment, on devait préparer la première constitution. Et donc, ils étaient en préparation pour la Constitution. Et au moment où on allait soumettre la première mouture, finalement, il y a eu aussi un renversement. On a appelé tout le monde il y avait à l'époque le cinéma Majestic. Ils se sont retrouvés au Majestic. On a mis en chantier une nouvelle Constitution qui a été votée. Et depuis, finalement, les problèmes s'accumulent. Alors, bien sûr, Boumediene, il avait l'intelligence avec Bouteflika qui était son émissaire. Ils ont fait... Oui. Le temps court. C'est intéressant ce que vous dites. Là, on est en train de consacrer la première partie de notre émission à l'histoire, parce que pour lire le présent et l'avenir, il faut regarder un peu dans le rétroviseur. Alors, Hassan Alaoui, après Belkacem Boutaïeb. Aux accords avec le GPR. On a encore quelques minutes dans cette partie. Allez-y. Il a raison, Naïm. Pour moi, je vais rapidement. Il y a eu des dates, quand même, des dates clés. 54, novembre 54, c'est le déclenchement de la révolution. La révolution algérienne, oui. Avril 58, bien sûr, c'est les partis
progressistes ou les partis nationalistes maghrébins qui se réunissent à Tanger avec un programme. Et il y avait, comme a dit Naïm, il y avait Farhat Abbas qui était jusque-là le leader représentatif qui est venu, lui président, qui est venu, il a été reçu par Hassan II, on a parlé des accords secrets, sur les frontières notamment. Et pourquoi je dis ça, maintenant j'insiste sur les frontières? Parce qu'entre-temps, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est par rapport au Maroc. Cette histoire. Et l'histoire par rapport au Maroc, c'est quand même, il y a eu, en dehors des accords léonins contre le Maroc, il y a eu des injustices qui ont été accomplies, ou je veux dire, par la France. C'est que des territoires comme le Touat, le Tidiket, Saoura, Bchar, Georges Torba, Abadia, Hassir Rjel, etc., et Tindouf ont été arbitrairement octroyés à l'Algérie. Vous voulez les territoires, récupérer vos territoires? Et Feu Mohamed V a dit non, je préfère négocier avec mes frères algériens. Et je crois que c'est l'origine des problèmes. On n'a pas récupéré nos territoires, donc il y a un problème aujourd'hui fondamental avec l'Algérie sur les frontières. Même le traité d'Ifrane, donc après le sommet Boumediene Hassan II en janvier 69, n'a pas encore résolu cette question fondamentale des frontières. Il faudra qu'un jour, c'est mon avis, qu'on y pense et qu'on y revienne. N'est-ce pas? Ça fait partie des enjeux aujourd'hui. Et le roi Mohamed VI, aujourd'hui, il a présenté une proposition, excusez-moi, et après j'arrête, c'est une question dans le cadre de la bilatéralité. Et l'Algérie refuse la bilatéralité. Nous allons venir à l'actualité. Elle veut noyer le problème. Après avoir fait un tour sur le passé, Abdelkassim Boutaïeb, c'est très intéressant d'avoir votre avis, votre perception de la chose. Ce que vous avez beaucoup focalisé sur les différents événements qui ont précédé et suivi l'indépendance de l'Algérie, ceci n'explique pas cela. Est-ce que nous, en tant que Maghrébins et en tant que Marocains, au moment de l'indépendance de l'Algérie, nous avons eu l'occasion, nous avons pris le temps de nous concerter avec nos frères algériens et de construire ensemble ce Maghreb naissant, enrichi par l'indépendance de l'Algérie, déjà avec la Tunisie et le Maroc, puis ensuite la Mauritanie, nous n'avons pas eu une conception fédératrice, globale, solidaire, aussi bien sur le plan culturel, autant sur le plan économique, etc. Et nous avons été un petit peu peut-être dans la précipitation. C'est-à-dire qu'il aurait fallu focaliser en plus de la politique ou au lieu de la politique sur tous les autres. Beaucoup. On est également dans la reconstruction. D'accord. Absolument. Oui. Absolument. Après, voilà. Absolument. Et il était évident que ce peuple algérien fragilisé, après les Ottomans, après la colonisation française qui a duré 132 ans, avait besoin de repères maghrébins, avait besoin de ses grands frères, avait besoin. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret politique, mais est-ce que nous avons pris le temps et nous avons utilisé les moyens qu'il fallait pour, etc. Ce que je veux dire par là, j'ai envie d'être un peu provocateur, il ne faut pas avoir peur de déconstruire certaines facettes de ce Maghreb pour mieux le reconstruire. Très bien. Rachid, vous voulez une précision? Rachid, d'abord, ensuite vous. On a encore 1 minute et demie. Rachid, non, mais ce que je voulais dire, en fait, en expliquant ce qui s'est passé entre mars et juillet de 1962, c'est que, tout simplement, il y a eu un déraillement de la révolution en Algérie. Enfin, ceux qui avaient la légitimité, surtout bien sûr, le bras politique qui devait, en fait, ce déraillement, il a eu des effets négatifs au niveau de tout le Maghreb et sur les relations entre l'Algérie et le Maroc. C'est ça ce que je voulais dire. Non, moi, ce que je voudrais, il faut revenir aux choses très simples. Nous sommes en train de discuter de l'avenir des relations maroco-algériennes. Donc, c'est très bien. Sur quelle base on va les discuter? Est-ce qu'on va rentrer dans la complexité de l'histoire propre à l'Algérie, de l'histoire propre au Maroc, où on va dire les étapes, c'est-à-dire jeter, parce que c'est ce que j'ai compris, le projecteur sur l'histoire, c'est juste pour avoir un éclairage historique, pour mieux comprendre ce qu'on peut faire. Moi, ce que je peux dire sur l'histoire, sur les faits, sur les frontières, sur les malentendus, et il y avait une jolie phrase tout à l'heure, il m'a échappé, elle a été dite par Sibel Hassan,
sur non, bon, peu importe. Disons, sur ces malentendus, on va les appeler comme ça, qui ont fait les relations d'aujourd'hui. Pour essayer, et d'ailleurs c'est ce que propose le roi actuellement dans le mécanisme, c'est-à-dire c'est de tout démanteler. Or, l'histoire, il a été réécrite, de part et d'autre. N'ayons pas peur des choses. On ne va pas dire que la responsabilité incombe aux seuls Algériens ou que la responsabilité, comme ils disent eux, incombe aux seuls Marocains. Alors finalement, c'est ce que vous dites. Il faut relire cette histoire. Oui, si vous permettez, je termine. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement, d'accord. Je termine avec le temps qu'il faudra. Et il faut que je termine. Non, on est tenu par le temps. Non, s'il vous plaît. On est tenu par le temps. Non, allez-y, alors, il reste la une prochaine fois. Allez-y. Je voulais dire qu'il y a l'histoire, et aujourd'hui, il faut la soustraire à la politique, à l'interprétation idéologique, au conflit. Il faut la donner aux historiens pour l'établir, parce qu'il y a beaucoup de choses. Qu'il s'agisse de, on a parlé de la bataille d'Isli, il faut voir comment il la voit de l'autre côté. Ça a été dit par Hassan quand il a parlé que le Maroc a laissé tomber, où il a trahi l'émir Abdelkader, alors que ce n'est pas le cas. Comment nous la voyons? Donc, il y a ces malentendus, c'est-à-dire pour décongestionner le fond historique qui nourrit, y compris les accords sur les frontières, y compris la guerre des sables, comment il a été, causé. Donc, c'est pour ça qu'on doit rester dans ça. Bien, le mécanisme, il peut aborder ces choses-là, le mécanisme proposé par le roi, il peut aborder ces choses-là, comme il peut aborder bien d'autres choses. Donc, c'est un mécanisme ouvert, et je crois que l'histoire commune doit être réécrite. Alors je reprends la phrase du roi Mohamed VI, c'est le mécanisme de dialogue franc, sincère, objectif et de bonne foi, sans condition ni exception. Ce qui brasse très large, ce qui concerne pratiquement, enfin pas pratiquement, mais tous les éléments, toutes les composantes de l'histoire. Il faut effacer les présupposés, de l'histoire commune. Il faut aller de l'avant. Et donc le roi, de sa thèse de doctorat sur les relations humains-CE à l'époque, à l'admission des Algériens au Maroc sans visa en 2004, en passant par les différents rappels à l'ouverture des frontières terrestres, le roi n'a jamais cessé, effectivement, d'essayer d'appeler à plus de collaboration et de coopération entre les deux pays. Et donc, Naïm Kamal, on reste avec vous, mais vous répondrez juste après la pause, parce qu'on est déjà à l'heure de la pause. Pourquoi, selon vous, l'Algérie, on passe à l'actualité, pourquoi l'Algérie refuse d'ouvrir ses frontières terrestres? Mais vous y répondrez juste après la pause. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons le débrief dans sa deuxième partie et notre débat consacré au rapprochement maroco-algérien, aux possibilités de rapprochement maroco-algérien. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en débattons avec Naïm Kamal, directeur de Kouid.ma, Belkacem Boutayeb, militant associatif maghrébin, natif d'Oran et spécialiste en finances participatives, Hassan Alaoui, directeur de Maroc diplomatique, du mensuel Maroc diplomatique, Rachid Belbah, chercheur à l'Institut des études africaines. Naïm Kamal, juste avant la pause, je vous posais la question sur la réouverture des frontières. Pourquoi, selon vous, l'Algérie refuse ça? Maintenant, ils disent que c'est une source de nuisance économique et financière pour l'Algérie. Ils le disent, c'est la drogue, c'est la contrebande, c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas vrai. Il y a bien sûr de la contrebande à la frontière et il est dans les deux sens. La contrebande se fait dans les deux sens. La frontière posait un problème au début parce que, je crois que ça a été fait en 1994. Non, l'ouverture. La réouverture des frontières, ça s'était fait en 1988. Et il y a eu un rush algérien sur le Maroc. 1 million de visites. 1 million de visiteurs pratiquement par saison estivalière. Et il y avait beaucoup, parce que l'Algérie, à l'époque, on est encore dans l'Algérie d'avant les émeutes d'octobre 1988 qui vont bouleverser la scène algérienne. L'Algérie est l'Algérie de la punerie. Il n'y a pas des denrées alimentaires, il n'y a pas les produits de consommation, mais il y avait beaucoup d'argent à côté. Et les Algériens, avec l'ouverture de la frontière, et ils se sont déversés sur le Maroc et c'est devenu un marché d'abord. Et donc ça leur a posé un problème
à ce niveau-là, et je crois que c'était Bouteflika ou un ministre, hein, je ne me rappelle plus qui avait dit quand les frontières sont ouvertes, les Algériens vont au Maroc, les Marocains ne viennent pas en Algérie. Le président Bouteflika qui l'a dit. C'est Bouteflika qui l'a dit. Il avait dit donc, après son investiture. Donc il ne comprenait pas cette réalité qu'il y avait des choses à faire au Maroc pour les Algériens, il n'y avait pas des choses à faire en Algérie, parce que c'est ça le tourisme. Où j'ai à faire, où je n'ai pas à faire. On peut poser la question à l'envers, pourquoi les Marocains vont plus en Espagne que les Espagnols au Maroc? On en parlait tout à l'heure, justement. On peut continuer. Donc il y a cette attractivité. Et ils l'ont dit. Et à la première occasion. Donc c'est économique. C'est économique. Et puis le Maroc, que la propagande du parti unique de l'époque vendait aux Algériens sur la situation au Maroc, sur l'état du Maroc, sur l'économie du Maroc, sur la société marocaine, était tombé comme un château de mensonges qui a été dit. Et ça a énormément contribué au changement des mentalités. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus être confrontés à cette réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette impression, cette idée? Le grand problème qui se pose entre Algériens et Marocains, c'est d'abord une question de compréhension, d'entendement. Chacun a sa manière de comprendre les choses. Chacun a son NIF. Sur leur NIF, nous avons notre NIF. Il faut revenir aux faits. Août 1994, l'attentat de Marrakech. Le Maroc, le soir, décide d'imposer le visa aux Algériens et aux Français d'origine algérienne. Protestation de la France, une partie est levée, on reste avec le visa pour les Algériens. Le lendemain, les Algériens, comme ils le font même avec les États-Unis, même avec les Européens, imposent la réciprocité. Et puis, comme ils cherchaient depuis longtemps la belle occasion, on décide la fermeture des frontières de façon unilatérale. Donc l'Algérie ferme ses frontières terrestres au Maroc. Donc en fait, c'est des réactions viscérales des deux. Et le Maroc se trouve amputé, et les Algériens en réaction ferment la frontière. Amputé de tout le monde arabe, puisque je ne peux pas envoyer mes camions en Algérie, il ne peut pas aller en Tunisie, il ne peut pas aller en Égypte, etc., etc. Ce qui est un grave préjudice pour le Maroc. Mais je veux raconter juste, j'aime bien la dérision. Une famille marocaine arrive à la frontière, quand la frontière était ouverte. Ces frontières ont toujours été semi-ouvertes, semi-fermées. Et donc, il arrive à la frontière algérienne, il ouvre la vitre, et le douanier lui dit « Atini quoi l'auto ?» L'Algérien, outré, dit « On ne m'enlève pas l'auto, on ne m'enlève pas l'outil. » Le fonctionnaire algérien s'est senti vexé que le Marocain lui réponde de cette manière. L'autre a pensé qu'il lui disait. Donc c'est l'incompréhension de la voiture. De l'individuel. Je peux vous raconter plein de choses comme ça qui font sourire. Pour nous dire les malentendus, c'est ça? Les vrais malentendus. Donc, il y a eu réaction, beaucoup de susceptibilité. Il y a beaucoup de susceptibilité. Si on arrivait à nous casser mutuellement le nez, vous savez, quand les gens veulent se mettre à la boxe professionnelle, on leur casse le nez et on peut taper, etc. etc. Et c'est ça qui nous fait défaut. Il faut faire table rase de tout ce qui s'est passé de part et d'autre. On a fait des erreurs de part et d'autre. On se pardonne mutuellement et on construit l'avenir. Bon sang de bon sang. Tout le monde est en train d'émigrer. Il ne fait plus bon vivre chez nous, alors que tout le monde aimait le Maghreb, tout le monde voulait venir ici, etc., etc. Toutes ces générations qui sont en train d'émigrer vers d'autres cieux. Ils sont en désamour avec leur Maroc, avec leur Algérie, etc. C'est ça qu'il faut récupérer. Hassan Alaoui, Belkacem Boutei parlait à l'instant de compréhension, d'entendement, de malentendu, de quiproquo. Avec tout ce qui s'est passé jusque-là, comment vous expliquez la non-réponse algérienne? On arrive au sujet d'actualité. Enfin. La non-réponse algérienne à la main tendue par le roi Mohamed VI dans son discours du 6 novembre. Oui. Alors, un petit point et je passe tout de suite à la question. Jamais frontière entre deux pays frères, vraiment, comme on dit, n'a été aussi longtemps fermée qu'entre l'Algérie et le Maroc. Jamais. C'est vraiment la première fois où on voit quand même une frontière fermée depuis maintenant. Si on va loin, on remonte la pente depuis 1963 ou même plus au-delà. Maintenant, pour la non-réponse donc, à la proposition royale, c'est quand même, cela fait maintenant 23 jours, n'est-ce pas, que nous sommes en train ici de guetter un petit peu un signe, une
une formule, une phrase, quelque chose comme ça d'indicible qui viendrait nous dire que finalement l'Algérie répond. Officiellement, les Algériens refusent la bilatéralité de la relation maroco-algérienne. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie, Sa Majesté, courageusement lance la proposition directe, sans condition, je veux dire, sans préalable, sans rien, et donc pour instaurer un dialogue responsable. Les Algériens, le gouvernement algérien, le président algérien ne répondent pas, ils répondent par esquive. Et la raison, tout simplement, c'est que parce que c'est quand même très lourd de prendre la décision en Algérie, il y a un appareil militaire, c'est ce que j'appelle les apparatchiks. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'Algérie est en pleine, ce que j'appelle encore une perestroïka, c'est-à-dire en plein changement, ce qui se passe avec le changement à la tête du FLN, les élections, le président va-t-il ou non se représenter, les gens qui vont défendre sa candidature et lancer la campagne, tout ça, il y a une espèce de brouillamini, n'est-ce pas, qui donne en fait une image un peu, pardonnez-moi l'expression, très 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 fragile, à la limite pideuse de l'Algérie. Et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout quelqu'un responsable, n'est-ce pas, pour dire voilà, et puis il série les problèmes. Les problèmes maintenant internes sont un peu plus complexes et plus profonds que les problèmes, si vous voulez, de bon voisinage. Alors que c'est la seule chance, à mon avis, la seule chance aujourd'hui historique que cette proposition royale d'aller au-delà. Donc en écartant tout ce qui est collatéral, que ce que j'appelle par exemple l'affaire du Sahara, qui relève des Nations Unies. Sa Majesté l'a très bien défini, c'est-à-dire on laisse de côté le problème du Sahara, on le réglera peut-être dans le contexte maghrébin, mais allons-y, mais pas tout de suite. Il n'y a pas, si vous voulez, de cause à effet entre l'affaire du Sahara, le Maghreb et la relation bilatérale. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est la relation bilatérale et la proposition royale, elle est unique. Alors justement, à propos de bilatéralité, Rachid Belbah, vous connaissez très bien ça pour l'avoir étudié depuis des années, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, est-ce que c'est les Algériens qui ont raison de dire que l'affaire maghrébine, l'affaire entre le Maroc et l'Algérie se réglera sur le plan maghrébin, ou alors à l'inverse, il faut d'abord réparer le moteur Algérie-Maroc pour que les choses aillent dans le sens voulu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, en termes de bilatéralité ou multilatéralité? Écoutez, il n'y a pas. En fait, c'est l'histoire de la poule et enfin de l'œuf et la poule. Mais ils vont ensemble. Il y a une organicité. Comme l'œuf et la poule. Oui. C'est juste pour revenir à cette question de réponse algérienne à la proposition royale, à la proposition marocaine. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, il y a un contexte. Il est important de comprendre le contexte. Alors, supposons que du côté de l'Algérie, qu'on ait réellement réfléchi à la proposition. Parce que la proposition marocaine, on la situe sur le plan stratégique. La réponse, elle est tactique. Déjà, on n'est pas dans le même ordre. Deuxièmement, il y a au niveau algérien, il faudra définir l'acteur qui va s'asseoir et qui va dialoguer. Quel acteur? Donc, au niveau algérien, il y a aussi la discussion. Qui va s'asseoir et discuter avec la partie marocaine? Et puis, il y a un autre contexte qui est plutôt politique. Nous savons qu'en 2019, il y aura des élections présidentielles. Et je ne pense pas que la partie algérienne ait le temps aujourd'hui à décider. Dès maintenant, ils ont besoin de temps. Je crois qu'ils ont besoin de temps. Il faudra mettre ça dans un processus. Du côté... Peut-être une analyse, peut-être il faudra s'installer dans un processus. Alors, la sortie du multilatéral, la proposition, elle est bilatérale. La réponse, elle est multilatérale. Elle part sur quel côté? Elle part sur l'Union du Maghreb arabe. Alors, le problème, c'est que l'Union du Maghreb arabe ne fonctionne pas. Elle ne peut pas agir. Elle ne peut pas agir comme structure capable de résoudre les problèmes de tout le Maghreb. En plus, et c'est là où moi je me dis, est-ce que je ne parle pas des peuples, hein, on n'est pas dans les peuples, on est dans ceux qui décident, les États. Alors, du côté algérien, je me pose la question, est-ce qu'ils ont mûri la réponse réellement? Pourquoi? Parce que quand on appelle à une réunion des affaires étrangères, des responsables multilatérales, qu'est-ce qu'on fait de la Libye? Est-ce qu'ils ont pensé à leur représentation au niveau de la Libye? Qui va représenter la Libye? Alors qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un cadeau piégé pour les Libyens à la fin. Quand il y a cette réunion. Je crois qu'on n'a pas suffisamment mûri cette proposition libyenne et cette proposition de la réunion des 5
de l'humain. En fait. Réaction rapide. Il est clair et évident que les Algériens ont été surpris par la proposition royale et que n'ont pas le temps de réagir parce que où est l'interlocuteur? Qui va prendre la décision? Donc, on prend une décision multilatérale pour noyer le poisson, pour gagner un peu de temps peut-être. Maintenant, qui a décidé de cette réunion de Genève, etc. Est-ce que le Maroc et l'Algérie sont totalement indépendants, autonomes, etc., dans ce processus du Sahara qui dure depuis 1975? Il faut se le dire. Et ce que je voudrais, moi, je n'ai ni autorité ni qualité pour m'adresser aux dirigeants politiques, mais je voudrais, en tant que citoyen maghrébin, moi, j'étais enfant aux côtés des Moudjahidines, dont je salue la mémoire d'Algérie. Mais moi, je ne suis pas un Moudjahid, je suis un Ijtihadi pour essayer de rapprocher, parce que c'est mon Algérie et c'est mon Maroc. Et nous avons besoin, la société civile a besoin de se constituer, les scientifiques, les littéraires, les poètes, les artistes. On va rester au niveau des États, et ça je voudrais demander à Naïm Kamal, au niveau, donc je sais que vous n'aimez pas trop l'expression le moteur franco-marocain, on avait déjà discuté de ça, mais bon, il n'y a pas d'autre, comme on dit le moteur franco-allemand pour l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire de bilatéralité, de multilatéralité? Comment vous voyez les choses? Mais c'est sûr. Non, je voudrais juste revenir avant d'y aller. Il faudrait clarifier les choses. C'est vrai que l'initiative du souverain a pris de court le pouvoir algérien. Il se trouvait dans un coin du ring et il lui fallait réagir. D'abord, il a tenté une réaction, celle du silence et du mépris. C'est ce dont parlait Hassan Alaoui tout à l'heure, en faisant dire que c'est un non-événement. Puis à un moment donné, le silence est devenu intenable. Et la réaction internationale. Oui, parce qu'il y a eu des réactions internationales, même internes. Et donc il y a eu cette sortie de beauté, on va dire, on touche. D'ailleurs, c'est vrai, la remarque de pertinente quand il dit est-ce qu'ils ont pensé aux Calibiens dans cette affaire ou là c'est Hassan qui dit, je me rappelle plus. Qui est dans le chaos. Qui est dans une situation très alambiquée. Donc il y a un problème. Maintenant, il ne faut pas croire non plus que l'Algérie, il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de décision. Ça fait longtemps qu'on dit cela. Depuis la mort de Houari Boumediene. On sait que Chadli Benjdid a été le président du compromis entre les différentes composantes. Ils ont sorti cette fameuse phrase du le plus ancien dans le plus haut grade de l'armée. Ils ont amené Chadli Benjdid pour éviter Bouteflika, pour éviter Msaïdia, etc. Et on sait que l'Algérie, c'est toujours un conseil d'intérêt et, on va dire, militaro-économique, comme on parlerait de complexe militaro-industriel, qui gouverne, qui prend la décision, qui est capable de décider, qui est capable de dire tel sera président ou tel ne sera pas président. On va s'ouvrir sur le Maroc ou on ne va pas s'ouvrir sur le Maroc. Ça existe, parce que sinon l'initiative du souverain n'aurait aucun sens. Donc il y a, et le souverain le sait parfaitement, il y a des interlocuteurs. Quand il veut se montrer, il se montre. Comme ils l'ont fait dernièrement, ils ont voulu se cacher et se sont cachés. Et le ministre des Affaires étrangères marocain, M. Bourreta, ne s'est pas gêné de le rappeler en disant que nous avons essayé d'établir des contacts au niveau ministériel. On a trouvé des abonnés absents. Donc le problème est là. Il y a des décideurs. La lettre hier qui a été lue au nom du président Abdelaziz Bouteflika pour les Ouali et gouverneur d'Algérie, et qui est une vraie bombe aujourd'hui en Algérie sur la succession et sur ce qui va advenir, ce sont des décideurs qui l'ont fait. Peut-être pas un seul, mais il y a un centre de décision que quand il veut se manifester, et c'est à ce centre de décision que le souverain s'est adressé. Et c'est ce centre de décision qui a botté en touche, parce que peut-être il a compris qu'il n'a aucun intérêt
aucun intérêt à y C'est très aller. important, Abdelkassim Boutaïb. En fait, je n'avais pas pensé à cette question, mais puisqu'il le dit, c'est vrai, effectivement, il y a eu une décision qui a été prise, il y a un décideur qui a pris cette décision, mais maintenant, tout est arrêté entre le Maroc et l'Algérie. Donc, est-ce que on dit, vous êtes maroco-algérien, on dit généralement, depuis des dizaines d'années, les États ont des problèmes entre eux, mais les peuples veulent se rapprocher. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça? Je suis maroco-marocain, je suis de naissance oranaise et je suis marocain depuis la nuit des temps, que ce soit dit. Et j'aime la terre, ma terre natale, qui est l'Algérie, et c'est normal. Et j'échange beaucoup avec mes frères algériens qui ne sont pas politisés, et nous travaillons ensemble sur le rapprochement. Ce qu'ils disent, que disent les Algériens? Ils se désolent autant que nous. Le peuple algérien souffre autant que le peuple marocain de cette situation. D'accord. Imaginez tous ces jeunes Algériens qui pourraient venir déjà à Oujda, se former, s'entraîner, retrouver leur famille. Aller d'Oran en passant par Tlemcen, Bel Abbès, Oran, Mostaganem, il y a chacun de nous a un cousin, a une famille de l'autre côté. Nous sommes vraiment déchirés. Les gens pleurent, quelqu'un qui perd une grand-mère de l'autre côté, à quelques kilomètres, est obligé de faire tout le parcours d'Oujda à Casablanca, de Casablanca à Alger, d'Alger, etc. C'est une calamité, c'est inhumain ce qui se passe. Ce sont les frontières de la honte. Et il faut absolument déconstruire ou détruire ces frontières. Il faut laisser les peuples s'exprimer. Si les Algériens veulent venir chez moi à 2-3 millions, c'est parce que j'ai les infrastructures et j'ai l'accueil et j'ai. La Tunisie fait autant. Donc, maintenant, si nous parlons demain de pétrole maghrébin, de gaz maghrébin, de phosphate maghrébin, de Sid Ahmed Tijani maghrébin, de rail maghrébin, de melhoun maghrébin, etc. Une question en économie, mais Hassan voulait réagir à ce que vous dites. Dans ce cri de cœur, c'est que finalement, quand on voit un petit peu tout ce qu'a fait Sa Majesté, n'est-ce pas, depuis qu'il est arrivé donc, au trône, les gestes symboliques ou les gestes concrets, n'est-ce pas, nous souhaitons aussi, c'est-à-dire que le Maroc ne demande pas mieux que de stopper cette mésentente, de promettre aux jeunes Algériens de venir et tout ça. Le rêve, finalement, c'est nous qui l'entretenons et pas les dirigeants algériens. Donc on reste dans un esprit qui est absolument... Alors je voudrais revenir sur une phrase qui était très belle, qui a été dite autour de la table. Comment la proposition est stratégique. Suspecte, la réponse est tactique. C'était vous, Rachid Bilbah. On va conclure tout ça sur l'économie. On parle d'une perte sèche de 7,5 milliards de dollars issue de ce froid entre les deux pays, Maroc et Algérie. Au-delà de ces 7,5 milliards, que peuvent s'apporter les Marocains et les Algériens en cas d'ouverture des frontières, et comment ça peut aller avec tout ce que peut apporter l'Union du Maghreb arabe, c'est-à-dire les 5 pays. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Vous avez 2 minutes pour ça. On peut gagner en faisant le diagnostic de ce qu'on a perdu depuis 1975. Voilà. Alors, l'Afrique du Nord, la région du Maghreb est la sous-région la moins intégrée en Afrique, au niveau. 3% d'échanges. Oui, la moins intégrée. Pourquoi? Parce que l'humain n'existe pas. Je parle des ensembles économiques, par rapport à la CEDEAO, par rapport à la SADC, par rapport aux autres regroupements, le regroupement IGAD en Afrique. La sous-région la moins intégrée. Quand je parle d'intégration, c'est l'intégration au sens général, l'inclusivité. C'est-à-dire il y a la dimension sécuritaire, il y a la dimension sociale, il y a la dimension culturelle, il y a la dimension économique. L'important, c'est qu'aujourd'hui, sans ce mécanisme de l'humain qui ne travaille pas, le Maghreb et surtout l'Algérie et le Maroc, ils perdent en termes de capacité de négociation avec l'Union européenne. Donc le Maroc, il part tout seul, il est toujours perdant, l'Algérie part tout seul, elle est toujours perdante, et ainsi de suite. L'Union fait la force. Et après, il faudra négocier au niveau de la paix par rapport au Sahel, quand l'humain n'existe pas. Donc, supposons, d'ailleurs, je pose toujours cette question, supposons que l'humain était suffisamment intégré. Est-ce que vous pensez que la Libye aurait chuté dans le chaos? Je ne pense pas. Très bien. Alors, le dernier mot pour Abdelkassim Boutaïb. Jamais. Ce que je voudrais dire, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner une belle intelligence commune. On va gagner
un échange d'expertise et d'expérience. On va gagner de la formation. On va gagner à œuvrer ensemble, même si nos échanges sont estimés à 3%. Nous allons ensemble essayer de conquérir d'autres marchés africains. Nous ne cessons de faire appel à nos amis algériens pour que nous puissions ensemble revoir le système d'industrialisation, etc., etc. Donc il y a tout à faire. Essayons d'être un peu moins nationalistes, chauvinistes, essayons d'être un peu plus maghrébins, d'être un peu plus africains, et nous y gagnerons tous les deux. Très bien, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir... Oui, Belkacem Boutib. Je voudrais, Aziz, de manière symbolique, t'offrir quelque chose qui est ma réglette de cadrage et mon marque-page historique et qui m'accompagne partout. J'ai cette réglette où il y a les deux drapeaux. Si on peut rapprocher un peu la caméra. Du Maroc et de l'Algérie. Et ça m'accompagne tout le temps. C'est mon bréviaire. Voilà, Aziz, je te l'offre. Merci beaucoup, Belkacem. C'est un objet très symbolique, en espérant que la symbolique devienne réalité. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.